troisième jour sur le Pacific Crest Trail. Je ne le sais pas encore, mais ma journée est sur le point de tourner au vinaigre. Mais commençons par le commencement. Le Pacific Crest Trail est un sentier de longue randonnée qui longe toute la côte ouest du Mexique au Canada. La section J, dans l'État de Washington, est cette toute petite section. En direction sud, elle commence au col Stevens et se termine au col Snoqualmie. La section J fait environ 120 km. Les randonneurs de longue distance le font en 4 jours, les coureurs le font en 3 jours. Mais nous ne sommes ni des randonneurs de longue distance, ni des coureurs. Nous sommes des randonneurs de section. Et notre objectif n'est pas de le faire le plus vite possible, notre objectif est d'en profiter le plus longtemps possible. Notre plan est donc de le faire en 7 jours. C'est le maximum de nourriture que nos barrières peuvent contenir. Notre destination est le Laconia Market and Café. Et notre point de départ est le centre de ski de Stevens Pass. Le service d'autobus Northwestern Stage Lines nous a amenés ici depuis Seattle, et après le dîner et l'inscription au sentier, l'aventure commence. L'air est exempt de fumée de feux de forêt, ce qui est surprenant étant donné toute la fumée que nous avons vue il y a quelques jours alors que nous étions dans l'avion pour Seattle. Notre destination aujourd'hui est le lac Mig à 11 km. Premières impressions, c'est génial d'être ici. Le temps est parfait, le moral est au beau fixe, nous sommes pleins d'énergie. Nous avons commencé notre journée bien reposée et propre. J'ai l'impression que je pourrais faire le PCT dans sa totalité. Ce sentiment va rapidement changer. Je suis accompagné par ma conjointe Renée et notre ami Alan, 2 randonneurs très expérimentés. Surprise! René trouve une carte de crédit sur le bord du sentier. Si quelqu'un a perdu sa carte de crédit, communiquez avec nous. « 11 km, ça peut ne pas sembler beaucoup, mais avec le dénivelé, c'est quand même costaud. Le paysage est à couper le souffle. Je ne me vois pas m'en lasser. Arrivé au lac Mig. Il a la réputation d'être infesté de moustiques. Mais comme nous sommes au début du mois de septembre, il n'y en a pratiquement pas. Une nuit étoilée, sans lune, est la cerise sur le gâteau de notre première journée.
Quelques randonneurs de longue distance sont arrivés hier soir et ont campé avec nous cette nuit. Ils sont déjà partis. Harold et moi prévoyons de faire une autre section du PCT après celle-ci, tandis que René rentrera à la maison. C'est pourquoi René et moi sommes dans des tentes séparées. Aujourd'hui, nous avons 17 km à parcourir pour atteindre les lacs Deception. Nous devrions y être en fin d'après-midi, donc nous ne sommes pas trop pressés de partir. L'ascension du col Trap est longue, mais quelle vue! Juste avant de franchir le col Trap, nous avons une vue imprenable sur le lac Trap. Les heures passent, et bien que nous progressions bien, nous arriverons plus tard que prévu. Le soleil commence à baisser. Au loin, Glacier Peak. Alors que nous atteignons le col Piper, nous faisons une rencontre tout à fait inattendue et inhabituelle. Nous rencontrons Ray, une jeune femme de Seattle, qui randonne avec son chat Tushar sur son sac à dos. Ray nous dit que son chat pèse un peu moins de 6 kg et qu'avec la nourriture pour chat et son sac à dos, elle transporte 27 kg sur son dos. Tushar a un compte Instagram et Ray nous tend le nom de son compte sur une carte de visite. Après avoir franchi le col Piper, c'est la descente vers les lacs Deception que nous n'atteignons pas trop tôt, il est 18h15. Les lacs Deception sont très occupés par d'autres randonneurs, mais nous n'avons aucun mal à trouver un emplacement de camping. Nous avons à nouveau la chance d'avoir une nuit étoilée. Nos 2 premiers jours ont été plus épuisants que prévu. Je commence à me demander si j'ai bien fait de faire cette randonnée. D'un autre côté, nos sacs à dos s'allègent un peu plus chaque jour.
Notre destination aujourd'hui est Deep Lake, à un peu moins de 20 km. La journée commence par une longue descente, ce qui est apprécié. Au loin, nous apercevons Cathedral Rock. Ce sera le point marquant de notre journée. Chaque jour, nous rencontrons entre 5 et 15 randonneurs qui marchent en direction nord. Certains sont des randonneurs de section comme nous. D'autres sont des randonneurs qui ont commencé le sentier à la frontière du Mexique il y a 6 mois et qui sont sur le point de terminer lorsqu'ils atteindront le Canada dans environ 2 semaines. En descendant dans la vallée, nous traversons quelques ruisseaux, ce qui n'est pas un défi puisque le niveau d'eau est bas. Avant de faire cette randonnée, j'avais lu que la traversée des ruisseaux en début de saison est assez dangereuse et sujette à des blessures. Mais en ce moment, je nage tellement dans le bonheur que je ne pense pas à cette éventualité. De plus, nous sommes au début du mois de septembre. Comment la traversée d'un ruisseau pourrait-elle présenter un quelconque danger? Nous arrivons à un ruisseau qui a un peu plus de débit et nous regardons autour de nous pour essayer de voir où nous pouvons traverser sans nous mouiller les pieds. Ce ruisseau n'a pas de nom, je l'appellerai donc Danger Creek. Alan trouve un chemin et René aussi. C'est à mon tour de traverser. Je décide de traverser là où René l'a fait un peu plus tôt. Je vois qu'il y a plusieurs possibilités de roches sur lesquelles marcher. En regardant autour de moi, j'en vois une qui semble prometteuse. Elle n'est pas aussi près que je le voudrais, mais si j'allonge ma foulée, je ne devrais pas avoir de problème à l'atteindre. Et mon prochain pas sera de l'autre côté du ruisseau. La roche est juste en dessous de l'eau et plate sur le dessus. Si je mets mon pied dessus, je pourrais passer de l'autre côté sans me mouiller les pieds. Alors sans la moindre inquiétude, j'allonge ma foulée pour poser mon pied sur cette roche. Dès que mon pied entre en contact avec la roche, il commence à glisser. Fait que déséquilibré par l'allongement de ma foulée, je commence à tomber au ralenti. Alors que je tombe lentement, je sens le claquage de mon muscle ischio-jambier droit et je sais que c'est pas bon. Pour avoir une idée de ce que c'est que de glisser sur une roche, imaginez que quelqu'un vous attrape le pied et l'éloigne de vous. Ajoutez le poids du sac à dos sur votre dos et je peux vous assurer que lorsque vous commencez à glisser, il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous arrêter. Me voilà donc dans l'eau. Je sais très bien que je viens de me blesser gravement et stupidement. Cette blessure pourrait compromettre le reste de la semaine. Je détache mon sac à dos et j'essaie de me remettre sur pied. Chose étonnante, une fois sur pied, je ne sens aucune douleur. C'est trop beau pour être vrai. Et oui, c'est trop beau pour être vrai. Dès que j'essaie de faire un pas en avant, je ressens une douleur atroce dans ma cuisse droite. Avec l'aide de René, je me traîne jusqu'au bord du sentier et je m'assois pour évaluer la situation. On décide de dîner. Peut-être qu'après, je pourrai tituber lentement jusqu'à notre prochain campement. Je me demande quelles sont mes options. J'ai une balise Garmin InReach avec laquelle je pourrais appeler les secours. Mais je n'ai surtout pas envie d'appuyer sur le bouton SOS. Je ne connais pas le coût d'une extraction par hélicoptère, mais je suis sûr que ce n'est pas donné. De plus, je ne suis pas en danger immédiat. J'ai rien de cassé, je ne saigne pas, je suis juste incapable de marcher. Inutile de dire que je me sens mal. Au bout d'une heure, j'essaie de me lever à nouveau et de voir si je peux commencer à marcher. Là encore,
dès que j'essaie de faire un pas, je ressens une douleur atroce dans la cuisse. Il est clair que je m'en vais nulle part. Je mets ma main sous ma cuisse et j'exerce une pression pour essayer de soulever ma jambe droite. À ma grande surprise, la douleur passe d'atroce à tolérable. J'en parle à René et on essaie de trouver un moyen de me faire un bandage de compression autour de ma cuisse. René sort mon pantalon de rechange et on l'enroule autour de ma cuisse. Ça semble fonctionner. Je peux faire quelques pas. Par pure coïncidence, une autre randonneuse passe par là et c'est une physiothérapeute. Je m'allonge, elle examine ma jambe pour essayer de voir l'étendue des dégâts. Elle me rafistole la cuisse avec du ruban athlétique du mieux qu'elle peut. Il nous reste un peu plus de 10 km à parcourir jusqu'à notre prochain campement. Je jette un coup d'œil sur Far Out et il y a un autre site de camping à seulement 2,5 km. Si on parvient à l'atteindre, on sera en bien meilleure posture qu'ici, au milieu d'un champ de roches. On se met en route. J'avance du mieux que je peux. Le pauvre Alan marche devant moi avec mon sac à dos. Il le laisse au sol de temps en temps, puis retourne chercher son sac à dos et le porter en avant. Alors que les minutes passent et que je commence à gagner du terrain, je prends mon sac à dos qu'Alan a laissé au sol un peu plus tôt et j'essaie de le mettre sur mon dos. Je peux supporter le poids et continuer. C'est pas rapide, mais au moins Alan n'aura pas à porter 2 sacs à dos jusqu'au prochain campement. J'arrive au camping intermédiaire indiqué sur Far Out, mais malheureusement, pas d'eau. Le ruisseau à proximité est complètement à sec. Entre-temps, René a rencontré un autre randonneur qui avait un bandage de compression dans sa trousse de premiers soins. Il me le donne et on remplace mon pantalon de rechange autour de ma cuisse par un véritable bandage de compression. J'aurais aimé prendre quelques photos du site de camping parce qu'il était vraiment beau. Mais vous comprendrez que prendre des photos et tourner des vidéos n'est pas vraiment dans mes priorités en ce moment. D'ailleurs, ma GoPro et mon appareil photo sans miroir ont été endommagés quand ils sont tombés dans l'eau au moment de ma chute. Il ne me reste que mon téléphone pour le reste de la randonnée. On se remet donc en route. À chaque minute qui passe, je me sens de mieux en mieux. Il y a vraiment une chance que je puisse sortir de ce pétrin sur mes propres pieds. Je me sens toujours aussi mal pour la stupidité de l'accident et le fardeau que je fais peser sur René et Alan, mais il y a de l'espoir. Au fur et à mesure que j'avance, je suis fasciné par Cathedral Rock. Je me dis, il faut que je prenne une photo. Et là, je sors mon téléphone et je prends ma première photo post-accident. On arrive à Deep Lake un peu avant la tombée de la nuit. On monte nos tentes et on soupe à la lumière de nos lampes frontales dans l'obscurité. Après une assez bonne nuit, nous nous réveillons avec une vue sur Deep Lake qui est comme un miroir. Cathedral Rock est en arrière-plan. L'eau est très accueillante, mais il y a beaucoup de bois mort dans l'eau, ce qui rend la baignade difficile. Nous avons un hippocampe dans notre camp. Nous démontons le camp. Le lac Deep est vraiment magnifique. Notre prochaine destination est la rivière Waptus et elle n'est qu'à 11 km. En plus, le sentier est en descente toute la journée. Dans mon malheur, comment pourrais-je être plus chanceux? Nous constatons que l'air n'est pas aussi clair que les jours précédents. La fumée des incendies de forêt s'incruste dans l'air. Au fur et à mesure que nous descendons la vallée, la température et l'humidité augmentent. Nous profitons du moindre coin d'ombre que nous pouvons trouver. En fin de matinée, nous suffoquons. Nous pensons que la température, avec l'humidex, doit se situer aux alentours de 35. Chaque fois qu'on voit une source ou une flaque d'eau,
On mouille un bout de tissu et on le place autour de notre cou pour essayer de nous rafraîchir. S'il y a une chose que je retiendrai de cette journée, c'est qu'on ne semble pas pouvoir étancher notre soif et que l'eau qu'on recueille des sources est tellement bonne. Elle doit avoir une combinaison parfaite de minéraux. Un autre randonneur qui passe par là nous informe qu'il y a un ours sur le sentier, à environ 10 minutes devant nous. Le temps qu'on arrive, l'ours est parti. Arrivé à la rivière Waptos en milieu d'après-midi. Cette arrivée tôt nous donne le temps d'installer le camp et de nous détendre. Avez-vous déjà vu René avec un plus grand sourire? Nous profitons également de la rivière toute proche pour nous nettoyer, nous rafraîchir et faire un peu de lessive. J'ai de sérieuses inquiétudes pour le lendemain. Nous devons faire une montée de 900 mètres et si la température de demain ressemble à celle d'aujourd'hui, la journée sera extrêmement pénible. On décide de se lever très tôt le lendemain et de profiter des heures les plus fraîches pour gravir la prochaine montagne. Nous sommes prêts à partir à l'aube. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement d'une montée et d'une descente. Notre prochain campement est le Pré Lema, à 22 km, avec une montée de 900 mètres. Remarquez comment la montée est régulière. Le PCT est conçu pour permettre aux gens de le faire avec des chevaux. Sur le PCT, les montées sont construites pour ne pas dépasser 7 à 8 %. Pour notre plus grand bonheur, la température a baissé pendant la nuit. On prend notre temps pour monter. Lorsque le soleil se lève au-dessus de la montagne à l'est, on a déjà parcouru 2 km et 150 mètres de montée. À mesure qu'on monte, la température reste constante et confortable. Oh wow! Oh, c'est magnifique! Au fur et à mesure de notre ascension, la vue sur le Bear Breast Mountain est à couper le souffle. Et la fumée des feux de forêt est de plus en plus visible. Une seule chose peut arrêter René, un champ de bleuets. Lorsque nous atteignons le sommet, c'est l'heure de dîner, et comme par hasard, la rivière Cooper est là comme source d'eau. Pendant que nous marchons vers l'autre côté de la montagne, juste avant de descendre dans la vallée, nous avons une vue imprenable sur les glaciers de l'autre côté de la vallée. Les pics de l'autre côté s'appellent Lema Mountain et Chimney Rock. Cette journée de 22 km commence à peser lourd. Finalement, nous arrivons au Pré Lema en fin d'après-midi. Nous sommes de nouveau prêts à partir à l'aube. On rencontre un autre randonneur
qui nous informe qu'un pont situé un peu plus loin a été emporté par les eaux. Mon esprit refuse d'accepter cette information. Je choisis de traverser en premier. Avec ma jambe blessée, j'essayerai pas de traverser en marchant sur les roches. En sandales, je traverse les pieds fermement posés au fond du ruisseau. René traverse ensuite. Suivi d'Alan. Nous traversons tous sans encombre. Aujourd'hui sera notre plus longue journée avec 24 km et 1400 mètres de dénivelé positif. On décide de ne pas rester ensemble tout le temps. On marchera à notre propre rythme, en nous arrêtant quand on en aura envie, en continuant quand on en aura envie, en mangeant, en buvant et en prenant des photos quand on en aura envie. René et moi ferons du saut de mouton toute la journée. Alan choisit très tôt d'emprunter un sentier secondaire et d'aller voir le lac Spectacle. Pour cette raison, il sera derrière nous pour le restant de la journée. Nous traversons un secteur qui a subi un incendie de forêt ces dernières années. La montée est longue, mais le paysage est spectaculaire. En arrivant au sommet, j'aperçois le lac Spectacle en contrebas. René s'arrête pour dîner et moi aussi. Après le dîner, je m'arrête près d'un point d'eau pour remplir mes bouteilles d'eau. Faire cette tâche sans personne autour de moi me donne vraiment l'expérience de ce que c'est que de faire le PCT en solo. Au loin, je vois que René s'est également arrêté pour remplir ses bouteilles d'eau. Contrairement aux jours précédents, où nous avons souvent marché dans la forêt, nous marchons le long des flancs des montagnes où nous avons des points de vue incroyables. Or, il se trouve que j'ai le vertige. Petit à petit, je me sens de plus en plus mal. Je me sens exposé et vulnérable. Malgré la fumée, les vues valent bien le malaise que je ressens à cause de mon vertige. Nous avons atteint le point le plus élevé de l'étape d'aujourd'hui, 1631 mètres selon la montre de René.
Mon GPS indique 1792 mètres. La carte indique 1829 mètres. Pendant que nous commençons à descendre, le soleil commence également à baisser. Mon GPS m'indique qu'il nous reste 3 km jusqu'au lac Ridge, notre prochain site de campement. Pas de problème. Quand nous contournons le lac Joe, je suis soulagé de voir la distance à parcourir diminuer. 2 km, 1 km. Je demande à un randonneur en direction nord où il va. Il me répond d'abord qu'il va au Canada. Et quand je lui demande où il va aujourd'hui, il me répond qu'il descend dans la vallée et qu'il devra peut-être faire un bout de chemin dans le noir. En effet, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire avant la vallée et il ne verra aucun des paysages que nous avons vus aujourd'hui. Distance à parcourir sur le GPS, 500 mètres et puis 0. Mais nous n'avons pas atteint le lac Ridge. Merde! Je regarde la carte et je vois qu'il nous reste encore 2 km et demi à parcourir pour l'atteindre. J'ai dû choisir le mauvais point de repère pour la route d'aujourd'hui. Merde! Le soleil descend sous l'horizon. Dans un état de semi-panique, je passe à la vitesse supérieure et j'accélère. Je ne vais pas arriver dans le noir. Malgré ma blessure, je marche probablement plus vite et plus fort que d'habitude. J'arrive au lac Ridge alors qu'il reste encore un peu de lumière. Je dépose mon sac au camping, à environ 150 mètres du sentier principal, puis je retourne sur le sentier principal. René est environ 15 minutes derrière moi. Je crie son nom dans la vallée, dans sa direction. J'entends sa réponse. Elle me demande d'allumer ma lampe frontale. J'allume et je vois un point dans l'obscurité. C'est elle. Elle me rejoint environ 10 à 15 minutes plus tard. Et Alan? On ne l'a pas vu depuis le matin. Alan est un randonneur très expérimenté. On se sent un peu mal à l'aise, mais on est certain qu'il n'est pas en difficulté. Il n'est pas rare qu'Alan arrive à destination dans l'obscurité totale. Alors, 2 possibilités. Il a peut-être décidé de s'arrêter dans l'un des campements précédents et on ne le verra que demain matin. Ou il a décidé de continuer dans l'obscurité jusqu'il atteigne le lac Ridge. Dans ce cas, le danger est qu'il rate le sentier secondaire qui mène au campement du lac Ridge. Même à la lumière du jour, il est facile de passer tout droit, car le sentier n'est que des roches ici. René propose de souper au bord du sentier. Si Arlen ne s'est pas montré avant que nous ayons fini de souper, on laissera mon baril à ours dans le sentier avec un message dessus lui disant d'emprunter le sentier secondaire menant au campement. Le souper est préparé et mangé. Alors qu'on commence à ramasser nos affaires, je lève les yeux et je vois un point blanc dans l'obscurité. C'est Alan. Il a réussi. On se dirige tous vers le campement pour monter les tentes. Alan avale un peu de nourriture prête à manger et nous nous écroulons dans nos sacs de couchage. Dernier jour sur le sentier. Il reste 12 km à parcourir, presque tous en descente. Au revoir, Lac Ridge.
La fumée de feux de forêt a pratiquement disparu. La journée sera tout aussi spectaculaire que celle d'hier, si ce n'est plus. De manière inattendue, nous commençons à entendre un siffleux, également connu sous le nom de marmotte des Rocheuses. Je pense que la mère rappelle l'enfant. En continuant à avancer, nous atteignons une zone appelée Kendall Catwalk. Bien que la falaise soit beaucoup plus verticale et profonde qu'hier, elle ne déclenche pas mon vertige parce que le chemin est plat et suffisamment large pour que je me sente moins exposé. Une fois que nous avons achevé de parcourir l'arête, nous savons que c'est une descente jusqu'à la fin, d'où nos grands sourires. Au fur et à mesure que nous descendons, la vallée couverte de nuages est spectaculaire. Le sentier est plus étroit et mon vertige se manifeste. Il ne me quittera plus jusqu'à ce que nous atteignions la forêt. Au loin, le mont Rainier. Une route. Premier signe de civilisation en 7 jours. Et le Laconia Market and Café, où nous attend notre amie Julie qui nous ramènera à Seattle. Après une semaine sur le PCT, on est plutôt épuisé. On avait prévu de faire une autre section, mais avec ma blessure, il n'est pas prudent de continuer. La section G en valait-elle la peine? Tout à fait. J'ai hâte de faire d'autres sections du PCT.